Bonsoir Marc Janson. Bonsoir. Vous êtes botaniste, responsable de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle, c'est au Jardin des Plantes. Et vous êtes également l'auteur, le co-auteur de ce livre, Botaniste. C'est aux éditions Grasset. Vous l'avez coécrit avec la journaliste Charlotte Fauve. Vous y partagez de façon très communicative votre amour de la nature, des plantes, des fleurs, des graines, des arbustes même. Vous retracez également l'histoire de cet herbier qui est le plus grand du monde. On va le découvrir avec vous. Et vous écrivez dès les premières lignes ces jolis mots. Je suis inventeur de plantes. Du moins, c'est ainsi qu'on aurait pu qualifier mon métier au XVIIIe siècle. Alors, inventeur de plantes, c'est très poétique, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est très poétique, mais ce n'est pas exactement comme cela qu'on conçoit ce métier aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlerait de descripteur, c'est-à-dire que nous sommes ici pour décrire les plantes, décrire les espèces. Au XVIIIe siècle, on parlait d'inventeur de plantes. C'est vrai qu'il y a une force poétique. C'est un terme qui est resté, par exemple, dans le domaine des grottes. On parle encore aujourd'hui d'inventeur de grottes lorsque l'on découvre une grotte nouvelle. Dans le domaine de la botanique, on parle plutôt aujourd'hui de descripteur. Alors, cet herbier qui est sous votre contrôle, à quoi il ressemble très concrètement ? Alors, il est sous mon contrôle et il est aussi sous le contrôle de quantité de collègues, puisqu'il renferme 8 millions de spécimens. C'est la plus grande collection au monde de ce type. Et il faut imaginer des étagères assez gigantesques, des étagères qui sont montées sur roulement à billes, donc on peut les déplacer pour augmenter la capacité de stockage, pour minimiser les espaces vides. Et donc sur ces étagères ? Sur 4 étages, vous avez des spécimens qui font en général 30 cm sur 40. Et ces spécimens eux-mêmes, donc un spécimen c'est quoi ? Ce sont des plantes qu'on a pressées, qu'on a séchées, donc elles sont vraiment en 2 dimensions et elles sont attachées, on parle de montage, sur un papier cartonné de 30 cm sur 40. Quand vous parlez de plantes pressées, oui. Et après, elles sont classées en fonction de leur espèce, puisque l'idée de l'herbier, c'est aussi de classer les plantes en fonction de la systématique, donc de l'ordonnancement de ces familles et de ces plantes. Pour les conserver, c'est un peu le petit herbier qu'on faisait quand on était plus jeune. On pressait finalement une feuille ou une fleur entre 2 feuilles de papier, où les techniques maintenant de conservation sont beaucoup plus évoluées. Alors, faire un herbier aujourd'hui, c'est faire appel à des techniques qui ont très peu changé depuis le XVIe siècle, depuis qu'on a inventé les herbiers en même temps que les premiers jardins botaniques. C'est aussi le but de ce livre, c'était de montrer ce fil temporel qui existe encore aujourd'hui. Cette technique est la même, on collecte des plantes, on les presse, on les sèche. Après, aujourd'hui, on les conserve avec des moyens très modernes. L'herbier a été intégralement rénové entre 2007 et 2013. Donc, on a aujourd'hui un contrôle de l'hygrométrie, un contrôle de la température, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Vous dites qu'on doit décrire ce qui se trouve dans ces petites cassettes ou dans ces petits papiers. Il y a aussi l'odeur, vous décrivez les parfums dans votre livre qui sont très importants. Alors, qui était encore plus important avant la rénovation, avant qu'on installe cet air climatisé qui a en quelque sorte évacué une partie des odeurs, mais elles sont encore présentes. Et c'est la raison d'être de ces étiquettes qui accompagnent chacun des spécimens, c'est qu'on est là pour consigner l'information qui peut-être va se perdre lors du séchage. Les couleurs, par exemple, beaucoup de couleurs s'affadissent complètement lors du séchage, ou les odeurs, puisque bien qu'elles soient présentes, elles sont souvent beaucoup moins fortes qu'à l'état naturel. Les odeurs, vous parlez d'odeurs d'encre, de paperasse, de savane ou même de charogne. Alors, il y a des odeurs de papier parce que c'est le support même de l'herbier. Il y a aussi l'odeur des plantes en tant que telles, c'est-à-dire que si on allait ensemble voir les poivres ou les noix de muscade, il y a beaucoup question de muscadier dans le livre, eh bien vous retrouveriez ces odeurs très particulières. Au départ, vous n'aviez pas du tout prévu d'être botaniste, vous vouliez être vétérinaire. Et ce qui est assez surprenant quand on connaît votre passion aujourd'hui, c'est que vous n'étiez pas vraiment attiré par les plantes. Vous dites, ça faisait juste partie du décor. Comme la plupart des humains, les anglo-saxons parlent de plant blindness, ce qui veut dire aveuglement aux plantes. On voit des masses, on voit des couleurs éventuellement, mais on ne distingue pas les êtres en tant que tels, ces plantes, ces êtres biologiques végétaux, à la juste mesure. Elles font en quelque sorte partie du décor. Même quand on vit à la campagne. Même quand on vit à la campagne. Beaucoup de gens à la campagne sont incapables de vous dire que dans le fossé, là, vous allez trouver des prêles ou des géraniums herba Robert ou donner un nom précis aux plantes qui nous entourent. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint aussi toute une partie de votre livre où vous êtes fasciné, vous vous émerveillez par tout ce qui nous entoure et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être aux 4 coins du monde pour découvrir des espèces parfois très rares de plantes. Vous scrutez tout autour de vous, vos yeux traînent partout en permanence. Vous regardez la roue d'un scooter, les fissures d'une gouttière, les craquelures d'un trottoir, dites-vous. Alors pour les néophytes comme nous, est-ce qu'on peut nous aussi repérer des plantes ou des espèces rares autour de nous? Et bien sûr, là on a la chance d'être près de la Seine. Si on allait se promener ensemble sur les berges de la Seine, on rencontrerait quantité de plantes qui sont des plantes
natives, indigènes de la flore de France, mais aussi beaucoup de plantes qui ont été apportées, notamment par les oiseaux ou par les cours d'eau, c'est de grands vecteurs de dispersion. Donc il y a une sorte de brassage aujourd'hui, hein. L'homme voyage de plus en plus, les avions vont absolument partout, les trains raccourcissent les distances, enfin on est dans ce monde hyper connecté et ça se retrouve aussi dans l'état de la biodiversité qui nous entoure, qui s'enrichit constamment de nouvelles espèces qui arrivent d'autres parties du monde. Oui, vous parlez de plusieurs milliers, 15 000 je crois, nouvelles espèces par an qui sont recensées et pourtant, malgré tout, vous dites que c'est une course contre la montre, que vous devez recenser toujours plus d'espèces avant déjà qu'elles disparaissent. C'est un vrai enjeu, vous dites, on n'avance pas assez vite. Vous savez, en plus, c'est d'actualité. Cette semaine se tient un grand sommet international sur la biodiversité. L'idée de ce livre, c'était aussi d'emmener les gens, leur montrer un peu plus pratiquement ce que c'est que cette biodiversité. C'est une sorte de terme un peu valise que l'on retrouve dans les médias très régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette biodiversité ? Cette biodiversité, elle désigne des organismes végétaux, animaux, fongiques. Et avant de la conserver, et évidemment, il est éminemment important de la conserver, mais avant de faire ce travail de conservation, il faut déjà décrire. Et ce métier de descripteur du vivant qu'on évoquait au début de l'émission, malheureusement aujourd'hui, par rapport au grand défi qui est devant nous, cette 6e crise d'extinction du vivant, il serait peut-être intéressant d'accélérer ce processus de description, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, on a décrit entre 10 à 15% du monde vivant qui nous entoure, donc les bactéries, les champignons, les plantes, les animaux, et que donc l'immense continent inconnu, il n'est pas forcément sur Mars ou sur la Lune, il est aussi tout simplement autour de nous sur cette planète. Oui, c'est ça, 85% des espèces pas encore répertoriées. Alors comment faire pour aller plus vite, hein? Vous parlez de course effrénée, est-ce qu'il faut être plus nombreux peut-être, plus de botanistes ? Il faut plus de botanistes, il faut plus d'experts, il faut plus de gens qui savent identifier les plantes, les animaux, les champignons, etc. Il faut mettre en place de nouveaux... Il y a une filière pour ça ? Pas véritablement, ça s'est un peu amélioré par rapport à ma génération, mais surtout il faut continuer à collecter les plantes et à faire des herbiers et à enrichir les collections d'histoire naturelle parce qu'elles servent à décrire les espèces, mais elles servent aussi de mémoire. Depuis 3 siècles et demi, par exemple, à l'herbier national, nous avons ces plantes qui arrivent de tous les continents et qui ont pour chacune une date et un lieu précis de collecte, ce qui fait que ça nous permet d'avoir aujourd'hui un regard rétrospectif sur ce qu'était l'état de la flore il y a 300 ans dans telle ou telle partie du monde. Et ça, seuls les herbiers et seules les collections d'histoire naturelle sont capables de nous donner ces informations précises. Justement, ces disparitions de plantes, de spécimens, vous les constatez sur le terrain ? Oui, quand on a la chance de pouvoir fréquenter une même partie du monde et d'y revenir ou d'y retourner assez régulièrement, on voit ces changements de façon absolument manifeste. Vous pensez à quoi, par exemple ? On pourrait penser au Cameroun, par exemple. J'étais l'année dernière au Cameroun. On voit que les fronts de plantation gagnent en permanence sur les forêts et on voit ces situations évoluer très, très rapidement. C'est vrai que c'est plus visible et plus massif encore dans l'ampleur de l'étendue des destructions dans les zones tropicales, qui sont par ailleurs les zones qui contiennent le plus de biodiversité. Plus de 75% des espèces qu'on a décrites se situent dans les zones tropicales. En Europe, c'est vrai qu'on a des destructions, mais elles sont beaucoup plus stabilisées, beaucoup plus limitées par rapport à ce qu'on peut voir sous les tropiques. Mais partout dans le monde, ces destructions, elles sont visibles. Alors, vous parlez vous-même de 6e extinction du vivant. Est-ce que si un jour, la nature est vraiment trop abîmée, on pourrait utiliser votre herbier, par exemple, pour reconstituer une partie de cette nature ? Ce qui fait la force de ces herbiers, il y a beaucoup de choses qui font la force de ces herbiers, mais c'est aussi tout ce qu'on ne connaît pas encore. Quand Lamarck et Adanson ont fait leur herbier au XVIIIe siècle, on ne savait pas qu'un jour on pourrait en extraire de l'ADN. Demain, ces herbiers pourront nous aider parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mémoire, les archives en quelque sorte de la flore mondiale. Donc on sait quel a été l'état de ces flores avant que l'homme éventuellement les détruise. Et puis il y a aussi, je cite l'exemple de ces graines qui étaient conservées sur un spécimen d'une espèce que l'on sait disparue à l'état naturel. Et l'idée, c'était de se dire peut-être qu'à partir de ces graines, on va pouvoir les faire germer pour reconstituer en quelque sorte une espèce qui est disparue. Pour le moment, ce sont des essais, on ne sait pas encore faire ça, mais qui sait si dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'y aura pas de nouvelles applications possibles à partir de ces collections végétales. Et créer à nouveau de merveilleuses jungles et de merveilleux jardins. C'est ce qu'on peut espérer. Eh bien, merci Marc Janson d'être venu sur notre plateau, co-auteur avec Charlotte Fauve de ce livre, Botaniste, un bol d'air frais qui fait du bien. C'est aux éditions Grasset. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas, c'est dans un instant. Bonne émission à vous.